suis le dirigeant de NextGen, qui est une société de conseil et avant tout un institut de formation qui est focalisé sur l'innovation managériale et les sociétés à impact social et environnemental. Nous animons sur ces deux sujets très importants une communauté de leaders internationale. Avant cela, j'étais en charge de l'innovation d'un grand groupe international qui s'appelle Orange, la société de télécommunications, et je manageais des ingénieurs très techniques partout dans le monde, c'était passionnant. Et puis aujourd'hui également je mène des travaux de recherche avec différentes personnes dont je supervise les travaux. Nous étudions plus spécifiquement le lien qui existe entre gouvernance, engagement, management et raison d'être de ces organisations. Bonjour Luc Breton, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouveau Leader Talk Swiss Leaders. On va rentrer directement dans le vif du sujet. En 2019, tu quittes un poste de chef responsable de l'innovation mondiale chez Orange. Qu'est-ce qui t'a pris de quitter un poste aussi convoité ? Déjà, j'ai eu la chance d'être en charge de ces équipes pendant près de 7 ans, ce qui est une durée très, très importante pour un poste de ce type. Donc, j'étais arrivé au bout de mon mandat largement. Et ensuite, il faut que tu saches que j'ai passé 22 ans chez Orange, ce qui est quand même une fidélité incroyable. Et donc, se poser à moi après avoir eu, je disais souvent, le job le plus génial que l'on puisse espérer au sein d'une entreprise technologique, qui est celui de l'innovation produits et services. Je n'espérais pas beaucoup mieux que cela. Et donc ensuite, évidemment, on peut faire plusieurs vies dans un groupe comme Orange, mais la question c'était est-ce que j'y reste toute ma vie ? Et c'était le plus facile de choisir ça, ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose ? Je m'étais rendu compte, pour avoir managé pendant de longues années, que ce qui me passionnait et ce qui était l'essentiel de ma plus-value de manager, c'était pas tellement l'expertise que je pouvais avoir technique. Tu imagines qu'avec les centaines et les milliers d'ingénieurs que je manageais, ils étaient bien plus compétents que moi dans leur domaine, et heureusement. Mais ma plus-value à moi, c'était de leur permettre d'être plus efficaces dans leur travail du quotidien et d'arriver à se passer justement de moi le plus possible et d'avoir recours aux managers beaucoup moins que dans le fonctionnement traditionnel. Et donc ça, c'est facile à dire comme ça, mais à mettre en œuvre, c'est très compliqué. Quand j'ai pris l'innovation, j'avais 7 niveaux hiérarchiques en dessous de moi. Je l'ai rendu avec 3. Donc je pense que j'avais fait déjà un bon travail là-dessus, à éliminer des couches de management intermédiaire pas très utiles au bon fonctionnement et à la simplicité du fonctionnement des équipes. Et puis également, on était passé d'un mode de fonctionnement très traditionnel à un mode de fonctionnement beaucoup plus agile, inspiré des meilleures méthodes issues de la révolution industrielle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est celle de l'Internet, qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc on est sorti de la puberté de cette révolution industrielle pour rentrer dans une phase d'ultra-efficacité de la révolution de l'Internet. Et cette ultra-efficacité, elle a débuté en 1997 dans la Silicon Valley avec Scrum. Elle est passée par des stades comme Lean Startup, Lean UX, et plus récemment le self-management, c'est-à-dire la capacité de s'organiser en agilité à l'échelle de grandes organisations, avec des modes qui décentralisent beaucoup l'autorité, qui distribuent l'autonomie, la responsabilité, la transparence, et en gros, passer d'un management de la carotte et du bâton à un management de la confiance. C'est également facile à dire, ça l'est moins à faire, mais c'est ultra nécessaire parce que c'est la tendance de fond, la lame de fond que j'ai décrit dans un de mes derniers bouquins, l'entreprise de la génération, qui arrive très très fort et qui va remplacer le management traditionnel. J'ai l'habitude de dire souvent qu'on considérera dans quelques années, dans 10, 20, 30 ans, que nous étions donc aujourd'hui des hommes de Cro-Magnon du management.
En 2020, tu as écrit le livre L'entreprise nouvelle génération qui t'a permis de rencontrer à peu près 250 managers dans 200 entreprises à travers 30 pays. Alors, au final, c'est quoi cette fameuse entreprise nouvelle génération? Ça veut dire quoi concrètement? C'est une entreprise qui arrive à passionner les gens qui travaillent au service de son projet, qui font entreprise. Ça peut être d'ailleurs une entreprise à but lucratif ou une organisation à but non lucratif, peu importe. Mais le pacte de faire entreprise, il se constitue autour d'une raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être, c'est quoi? C'est la mission, le purpose en anglais. C'est ce qui va faire que le matin, quand je me lève, j'ai envie d'y aller parce que je sais que ce que je vais faire va essayer de résoudre un sujet social, environnemental ou les deux à la fois, ce qui est encore mieux, plutôt que d'aggraver les fractures de la planète qui sont de plus en plus béantes. Et moi, je pense que l'entreprise aujourd'hui, c'est un acteur politique, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le sache ou non. Et si les entreprises ne s'emparent pas de ces sujets de fracture sociale et environnementale, on va au-devant de graves problèmes systémiques, de guerre, d'affrontements qui vont être sanglants. On voit à la fois une concentration des richesses totalement inédite, une concentration des capacités à impacter la planète positivement ou négativement qui est également inédite. Le village mondial n'a jamais été aussi réel. Et donc, faire entreprise, ça commence par comprendre pourquoi on travaille, à quoi ça sert, le fameux why de Simon Sinek. Et ce que partagent ces entreprises nouvelle génération, c'est cette mission chevillée au corps qui est soutenue par des valeurs qui ne sont pas des valeurs qui sont affichées dans des posters de communication, qui font du washing, mais qui sont vécues au quotidien. Et les gens, quand ils travaillent dans une organisation, ils vivent ces valeurs. Et si ces valeurs, elles sont désynchronisées avec les valeurs qui sont les nôtres individuellement, eh bien on se sent pas bien dans une organisation parce que on choisit désormais, en tout cas les talents choisissent les organisations dans lesquelles ils veulent travailler parce qu'elles sont synchrones, accordées, en harmonie avec leurs valeurs. Ça, c'est sur la partie pourquoi je travaille, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je suis motivé, que je suis engagé à y aller et que ça va changer quelque chose et que quand je rentre chez moi le soir, je peux dire à mon compagnon, à ma compagne, à mes enfants, à ceux avec qui je vis, si j'ai la chance de vivre en famille, pourquoi a été utilisée ma journée et à quoi elle a servi. Et si j'arrive à l'exprimer, et je peux dire, moi qui ai travaillé longtemps dans un grand groupe, que je n'ai pas toujours eu la sensation d'être capable de le dire tous les soirs, eh bien c'est déjà formidable. Et ensuite, ces organisations qui arrivent à réengager les collaborateurs, ou les parties prenantes, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement réservé aux salariés, c'est une vision beaucoup plus systémique de l'organisation, ça peut être les partenaires, un certain nombre de fournisseurs, de clients aussi, qui vont devenir des ambassadeurs de la marque. Eh bien, je vais vouloir adopter des modes de management qui sont beaucoup plus responsabilisantes, qui permettent à chacun d'être un intrapreneur dans ce projet. Un intrapreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille en collectif, parce que travailler tout seul, ça ne marche pas longtemps, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, savoir travailler collectivement, savoir développer une intelligence collective dans une organisation, c'est ça qui va faire la différence une fois que j'ai recruté les bons talents. Et puis, d'avoir quand même un minimum d'autorité sur mes rôles, c'est-à-dire une indépendance, une autonomie, un espace de créativité sur ce qui est de ma responsabilité. Donc, si je suis en charge d'un rôle dans l'entreprise, par exemple du design d'un produit, je veux pouvoir m'exprimer. Je ne veux pas qu'on vienne me dire voilà à quoi le produit doit ressembler. Je préfère qu'on me donne plutôt les contraintes et qu'ensuite on me dise voilà, on part du point A, il faut arriver au point B, voilà les contraintes et pour le reste, on attend que ton talent s'exprime et fasse la différence. Et si chacun a cet espace de liberté, de créativité, d'autonomie, de responsabilité, l'autonomie ne va jamais sans la responsabilité, on a à ce moment-là des intrapreneurs qui travaillent ensemble. Et on voit que ça va demander un changement de la posture managériale qui est fondamental. Le manager, traditionnellement, sachant que management, étymologiquement parlant, c'est un terme français qui veut dire
faire marcher un cheval au trot dans un corral, donc dresser un cheval, hein, donc c'est pas très sexy comme image de ce à quoi on peut aspirer dans une organisation, dans une entreprise. On peut aspirer à mieux au XXIe siècle quand même qu'à être dressé, à exécuter des ordres. Hein. Et donc je pense qu'aujourd'hui, être dressé à exécuter des ordres, c'est totalement archaïque. C'est pour ça que je parle d'homme de Cro-Magnon du management. Je pense qu'on est plutôt dans comment on réalise une mission ensemble, quels sont les bons talents pour le faire, comment on s'organise non plus en hiérarchie de subordination individuelle, mais de hiérarchie d'équipe, qui vont avoir besoin les unes des autres, comme dans le corps, les cellules ont besoin les unes des autres et les différents organes ont besoin les uns des autres pour fonctionner et faire harmonie. Et dans ce contexte-là, on peut à la fois avoir de l'autonomie et jouer collectivement dans cet orchestre, dont le chef d'orchestre n'est plus en surplomb, mais plutôt en soutien, en care, on parle de servant leader en anglais, donc de leader qui est en soutien de son équipe, en soutien pour faire le lien entre la raison d'être de l'équipe et la raison d'être de l'organisation, et puis pour aider les gens dans ce collectif à travailler ensemble mieux, à se développer, en gros à s'éclater, à travailler ensemble, voilà, à trouver la bonne harmonie. Et donc ça, c'est un changement radical, en tout cas copernicien, c'est un changement copernicien de positionnement. Et donc pour faire tout ce que je viens de décrire, qui est éminemment... c'est peut-être simple à comprendre, mais c'est complexe à mettre en œuvre. Quand on est une entreprise traditionnelle, c'est beaucoup plus facile quand on démarre une entreprise de zéro. Eh bien, ça nécessite d'y aller résolument, mais progressivement. Et moi, je ne crois pas dans tous les gourous du management qui peuvent venir voir les entreprises en disant « j'ai des recettes miracles, suivez ma méthode en 10 points et ça va fonctionner ». Je suis terrorisé par ces genres d'approches. Je pense qu'il faut faire les choses progressivement. Voilà. Et comme j'ai plus de 20 ans d'expérience de management derrière moi, je sais que ce qui fonctionne avec les hommes et les femmes, enfin l'humain, c'est déjà de changer le modèle mental que l'on a de comment va fonctionner au mieux une organisation. Et une fois que le modèle mental a changé, le mindset ou le modèle XY de McGregor, X étant une vision taylorienne de l'organisation et Y une version beaucoup plus humaine de l'organisation qui permet le management par la confiance, eh bien on peut y aller progressivement et construire sur des bonnes bases. Aujourd'hui, tu te consacres donc à ce que tu considères comme la plus grande disruption à venir, à savoir les nouvelles formes de management. Est-ce que selon toi, ces nouvelles formes vont permettre de stopper net cette grande démission qu'on subit à travers toute l'Europe ? Alors la grande démission, elle a lieu un peu partout, aux États-Unis, en Europe, tu as raison. Elle est tout à fait emblématique de ce niveau de désengagement record qui est mesuré chaque année par Gallup, à 86% en 2022, donc un peu au-dessus de ce qui était mesuré avant la pandémie, ce qui prouve que en fait, la pandémie a été un filtre accélérateur de la prise de conscience de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire l'importance de pourquoi on travaille, pourquoi on fait entreprise, quels sont nos objectifs. Et je pense qu'une manière de résoudre ce sujet de grande démission, cette instabilité chronique des gens dans leur job, c'est de jouer franc, d'arrêter drastiquement le washing, toute forme de mensonge, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'Internet, tout finit toujours par se savoir. Et tôt ou tard, tout finit toujours par se savoir, et lorsqu'on a menti, on le paye avec un facteur 10, 100, 1000 sur le cours de bourse, sur la crédibilité du management, sur la crédibilité du projet de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut, même si l'entreprise a beaucoup d'améliorations à injecter
a beaucoup d'efforts à produire pour être dans ce qu'on a décrit précédemment, c'est pas grave. Les gens sont capables de comprendre ça. Et je crois qu'il vaut mieux dire, voilà, on n'est pas très loin dans la transformation, mais par contre, notre projet, c'est ça. Et on a besoin de vous pour y arriver, que de faire croire, lorsqu'on recrute des gens, qu'on est déjà à un niveau qui n'est pas le sien. Donc je pense que l'honnêteté et la transparence ont beaucoup de vertus. Et de dire, on a besoin de vous pour accélérer et transformer la société dans le sens de plus de responsabilité, d'un meilleur impact social, d'un meilleur impact environnemental, d'un projet plus humain, d'un management plus efficace collectivement et plus efficace sur ce principe d'intrapreneurship. C'est très puissant si c'est dit et si c'est vécu tel que c'est dit. Donc faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, walk the talk, comme on dit en anglais, ça me paraît extrêmement important et un des remèdes puissants pour endiguer cette grande démission. Je sais que tu connais relativement bien notre pays puisque à travers cet ouvrage, tu es venu voir des entreprises en Suisse, pas seulement des grandes telles que Swisscom, mais des plus petites comme LEAP. Qu'est-ce que tu penses de notre système de management ? Alors en Suisse, vous avez une chance extraordinaire, c'est que depuis très longtemps, le fonctionnement de vos institutions politiques, de votre organisation sur le territoire, elle déploie la subsidiarité et elle décentralise l'autorité de manière structurelle. Les votations, par exemple, sont un sujet d'admiration de beaucoup de Français parce que chez nous, nous sommes à l'inverse très centralisé, le président décide d'à peu près tout, c'est un monarque démocratique, si j'ose dire, ce qui en fait est une catastrophe du point de vue de l'efficacité, parce que aujourd'hui, dans le monde volatile, incertain, complexe et ambigu que l'on connaît, c'est totalement inadapté. Et donc le modèle suisse, je parle bien de modèle suisse, au niveau des institutions déjà et du vivre ensemble, il est extrêmement impressionnant et je trouve très remarquable et très moderne, ultra moderne. Et de ce point de vue, j'ai rencontré énormément d'entreprises en Suisse qui sont très avancées dans la transformation vers les gouvernances partagées et vers l'impact, beaucoup plus que dans tout autre pays en proportion. C'est assez impressionnant, que ce soit dans la partie francophone, germanophone ou italophone. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une richesse pour la Suisse. D'autres pays sont aussi en avance, mais en tout cas dans le monde, vous êtes probablement un des pays les plus avancés. Je le dis dans toutes mes interviews, lorsqu'on me pose la question des pays les plus avancés, je cite toujours la Suisse. Et donc je suis très optimiste sur la capacité des entreprises suisses, plus que tout autre, à adopter ces nouvelles méthodes de management parce que c'est quelque chose de naturel. Vous vivez déjà avec ces principes depuis très longtemps. NextGen, c'est une aventure franco-suisse puisque je crois que tu l'as co-créée avec une Suissesse. Tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir quels sont tes futurs projets chez nous. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de lancer le NextGen Enterprise Summit avec Suzanne Abischer, qui est une Suisse alémanique, qui est députée dans la région de Fribourg, qui est une personne formidable. Et donc, notre prochain grand événement, puisqu'on a fait les 2 premiers summits internationaux à Paris, sera en Suisse, à Bâle, les 17 et 18 novembre. On le fait avec l'entreprise Roche, l'entreprise pharmaceutique Roche, à Bâle, qui a un superbe siège très neuf, dans lequel on a des facilités pour faire cet événement qui seront incroyables. Donc c'est un événement leadé par Roche et soutenu par NextGen. Et on va mettre le focus sur un des sujets qui me semble les plus intéressants lorsqu'on parle de nouvelles formes de gouvernance, de management et d'impact, qui est le passage à l'échelle. En fait, j'ai rencontré énormément d'entreprises en écrivant le livre et bien après. J'en ai répertorié plusieurs dizaines de milliers
qui était très avancé sur la voie des entreprises de nouvelle génération. Mais quelque chose me fascine et que je regarde de très près, et Roche aussi regarde ça de près, c'est vraiment le passage à l'échelle. C'est très compliqué. Il n'y a rien de simple. C'est assez jouable de le faire à peu près à coup sûr, de manière avec succès, je dirais, sur des petites équipes. Mais pour passer à l'échelle sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de collaborateurs, c'est autre chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de méthodes. J'ai fait un article là-dessus récemment qui en fait disent passer à l'échelle l'agilité, mais qui ramènent une nouvelle forme de bureaucratie. Et donc ça, moi je dis carton rouge. C'est pas du tout ça que moi je considère comme un passage à l'échelle réussi. Modifier une bureaucratie, chasser une bureaucratie en la remplaçant par une nouvelle, c'est totalement un échec. Donc ce que l'on cherche, c'est vraiment des entreprises qui sont passées à l'échelle en tuant la bureaucratie vraiment et qui y sont arrivées. On en connaît, elles seront à Bâle en novembre. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, et elles sont de plus en plus nombreuses, mais leur témoignage est précieux parce que je suis persuadé, mais on est de plus en plus nombreux, que lorsqu'on est une organisation d'une certaine taille, le passage à l'échelle nécessite une méthode adaptée à chaque organisation. Et le challenge des dirigeants de ces organisations et de ces managers, c'est d'inventer la façon dont ils vont réussir ce passage à l'échelle chez eux, dans leur contexte, avec leur maturité. Et cette méthode-là, elle est unique pour leur organisation. Ils peuvent s'inspirer de beaucoup d'autres, mais il va falloir qu'ils trouvent le moyen de le réussir chez eux. Et donc ça, c'est tout ce que j'espère nous pourrons partager le 17 et le 18 novembre prochain à Bâle, chez Roche. Luc, un immense merci pour cette interview extrêmement intéressante. Avant novembre, j'aimerais bien que tu trouves un nouveau mot pour le management. Je serais très intéressée et je me réjouis de te retrouver à Bâle, chez Roche, en novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire-Lise.